Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai pu tester la Sony FX30 sur le terrain lors d'une séance vidéo avec 4 modèles. C'est l'occasion pour moi de te montrer le type d'image qu'on peut obtenir avec cette caméra, mais également de te donner mes impressions concernant cette caméra. Je te tease un peu le contenu que j'ai pu obtenir en te montrant les images suivantes. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before he hit your fist. But he hit the fan when I got him down at bench. J'espère que ça t'a plu, mais avant de commencer à te donner mes impressions concernant cette caméra, je te souhaite bienvenue sur la chaîne Synapse, chaîne où l'on parle de photos, de vidéos, de matériel, mais également de business à travers des vidéos que tu peux retrouver chaque semaine. Donc, si c'est des sujets qui sont susceptibles de t'intéresser, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où je publie régulièrement des posts vidéos et photos. Maintenant que les présentations sont faites, parlons de la FX30. Le premier point qui m'a vraiment plu lors de la prise en main de cette caméra, c'est sa facilité à être utilisée. Ça peut paraître étrange parce que lorsqu'on parle d'une caméra de cinéma, on peut s'attendre à quelque chose de très compliqué à prendre en main et honnêtement là, c'est vraiment l'inverse. Que tu sois utilisateur Sony ou non, je pense que tu peux très vite obtenir des résultats très intéressants et cela pour deux raisons. La première, c'est que sur la caméra, tu vas trouver des boutons auxquels sont associées des fonctions bien précises que tu es amené à utiliser très souvent lorsque tu vas mettre en place tes vidéos. Sony propose donc une personnalisation entre guillemets guidée du boîtier qui fonctionne vraiment très bien. Après, libre à toi d'associer une nouvelle fonction à un bouton si ça te permet d'être plus efficace et là c'est une très grosse force chez Sony. La deuxième raison, c'est que lorsque tu ouvres les menus, le premier sur lequel tu tombes est le menu principal qui porte enfin bien son nom car il regroupe l'ensemble des fonctions importantes pour la mise en place de tes vidéos. Le fait d'avoir tous les réglages essentiels à un seul endroit, ça c'est vraiment top. Le deuxième point qui m'a vraiment plu lors de l'utilisation de cette caméra, c'est sa légèreté et sa taille. Lors du tournage d'aujourd'hui, j'ai équipé ma caméra avec différents accessoires. Je vais d'ailleurs te présenter le rig dans une vidéo que tu pourras retrouver en haut à droite. Mais même avec tous ces accessoires, ça reste une caméra qui est très légère. Et je pense pouvoir faire des tournages de longue durée avec des prises à main levée sans difficulté. D'autant plus qu'on va se retrouver avec la nouvelle batterie Sony qui possède une très bonne autonomie et il y a des ventilateurs qui permettront de te préserver de tout problème de surchauffe. De plus, c'est une petite caméra qui ne va pas du tout effrayer les modèles et les intervenants avec lesquels tu vas travailler. Le fait de l'utiliser avec des objectifs APS-C, ici c'était le 18-50 de chez Sigma, va renforcer cette discrétion. Donc là, on a un combo légèreté, taille, discrétion, qualité d'image qui est totalement fou. Car oui, c'est le troisième point sur lequel je veux revenir avec toi. La qualité de l'image, elle est vraiment excellente. On a différents profils d'images disponibles qui sont très intéressants à utiliser. Je pense notamment au SI au niveau de l'étalonnage en post-production. Mais à mon sens, c'est vraiment une caméra qui est optimisée pour l'utilisation du S-Log 3. À partir du moment où tu vas bien exposer ton image lors de tes prises sur le terrain, tu peux obtenir des résultats vraiment bluffants en post-production car c'est un profil qui est très simple et qui est très agréable à utiliser. Ce profil est aussi très puissant car il y a des luttes qui sont présentes sur le marché qui sont spécialement faites pour ce S-Log 3 et qui vont te permettre d'avoir des résultats juste fous en post-production en très peu de temps. Et là où Sony a été très fort avec ce boîtier, c'est que tu as la possibilité justement d'intégrer ces luttes dans ton appareil. Quand tu es sur le terrain, ça va permettre aux gens avec qui tu travailles de se projeter sur le contenu final que tu vas proposer. Et ça va vraiment améliorer ta manière de travailler et surtout ta manière de communiquer. Justement, quand tu achètes une nouvelle caméra, c'est tous ces petits plus qu'elle va t'apporter que tu dois vraiment prendre en compte. Ce qu'on peut regretter justement, c'est que Sony ne soit pas allé au bout de sa démarche pour exploiter au maximum le S-Log 3 en n'intégrant pas dans cette caméra des outils supplémentaires d'aide à l'exposition comme par exemple les waveforms ou les false colors. Car à partir du moment où tu prends bien en compte les conditions lumineuses dans lesquelles tu vas travailler et que tu exposes bien ton sujet, tu as une image qui est vraiment propre et de qualité
quelles que soient les fréquences d'image que tu utilises, même à 120 images par seconde, comme tu peux le voir ici. Car oui, c'est vraiment le quatrième point qui m'a plu sur cette caméra. Tu as la possibilité de filmer en 120 images par seconde en 4K, en 4.2 du 10 bits. C'est juste fou associé avec cette qualité d'image. Néanmoins, il faut bien rappeler qu'à 120 images par seconde, tu vas avoir un recadrage de 1,6 qui va s'appliquer. Pour certains, ça peut être beaucoup et ça, je peux totalement le comprendre. Personnellement, je trouve que ça reste acceptable. Il faut juste y penser quand tu vas notamment choisir tes objectifs, si utiliser cette fréquence d'image est très importante pour toi. Et il faut également penser à réajuster tes distances que tu vas avoir avec ton sujet. Le fait de réajuster ces distances, ça va être de toute façon obligatoire pour toute personne qui, comme moi, a beaucoup utilisé des appareils possédant un capteur plein format, mais je trouve que cette adaptation se fait sans problème et très rapidement, comme je l'ai dit, à partir du moment où tu as bien anticipé tes choix d'objectifs. Pour cette séance, comme je l'avais indiqué, je me suis procuré le 1850 2.8 de chez Sigma qui équivaut à un 25-75 mm en plein format. Il se rapproche donc beaucoup du 24-70 que j'ai l'habitude d'utiliser avec mes appareils plein format, donc j'étais pas trop perturbé par les distances à tenir avec mes modèles. Il faut justement qu'on puisse tenir quelques mots là sur ce fameux capteur qui est une des différences principales entre cette caméra et ses grandes sœurs que sont la FX3 et la 7X3. Volontairement, j'en parle qu'en 5e position, car dans la course aux pixels et dans la mise en avant des capteurs plein format, on oublie à mon sens trop souvent de dire que beaucoup de caméras professionnelles possèdent un capteur Super 35 comme la FX3 et ça n'empêche pas d'obtenir de très bons résultats. Là où il va falloir faire attention, c'est dans le recadrage, si tu viens du plein format, comme on l'a vu, mais c'est sûrement également en basse lumière où il va falloir être vigilant dans tes conditions d'éclairage et par moments ajouter des lumières d'appoint pour préserver la qualité de ton image. Je peux faire quelques tests de la FX30 en basse lumière et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Les autres points qui m'ont vraiment plu également, dans un premier temps, il est dans la même lignée que ce que propose Sony sur ses derniers boîtiers. Il est vraiment très bon avec un suivi de l'œil qui te permet d'avoir très peu de déchets dans tes prises et puis aussi un effet de pompage qui est quasiment inexistant. J'ai pu refaire des tests au calme une fois que la séance était terminée et que ce soit à 25, 50, 100 images par seconde, l'autofocus est vraiment très réactif, très qualitatif, ce qui va te donner une certaine garantie sur les résultats que tu vas obtenir sur le terrain. Maintenant, la stabilisation, j'ai effectué toute la séance à main levée et on a pu mettre du mouvement dans nos prises, que ce soit moi-même ou les modèles. Je trouve que le capteur qui est ici stabilisé fait très bien le travail, ce qui rend ce type de prise grandement exploitable. Je suis resté avec une stabilisation standard pour voir ce qu'elle valait, mais il faut noter qu'il y a la possibilité d'appliquer une stabilisation active qui va t'offrir un niveau supérieur de stabilisation. Comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de points qui nous manquent, c'est le prix. Elle est proposée à 2299 € boîtier nu et 2799 € avec la poignée qui te permet d'intégrer des prises XLR et des commandes de gestion de son. On a donc une différence de 2000 € avec la FX30. Ça reste donc très attractif pour une caméra de cinéma qui pourra être très intéressante pour tout vidéaste qui veut justement obtenir sa première caméra de cinéma, mais également pour des vidéastes qui ont déjà une caméra plein format Sony et qui cherchent une caméra secondaire, mais également pour tout créateur de contenu qui est exigeant quant à la qualité de ses productions. Donc je vois bien, cette caméra est utilisée aussi bien pour du vlog, des vidéos YouTube, de la création de contenu, mais également pour tout type de contenu professionnel comme du mariage, des projets corpo, du documentaire, du clip, du reportage, mais également du court-métrage. C'est aussi important de préciser que tu as un choix d'objectifs très intéressant. Tu as des objectifs APS-C qui sont généralement moins chers et moins encombrantes, mais tu as aussi accès à tous les objectifs plein format. Tu pourras d'ailleurs utiliser le recadrage induit par le capteur APS-C pour aller chercher des plans dont l'action se situe beaucoup plus loin. Alors, si on tente de résumer un peu, même si on prend en compte les compromis que l'utilisation de cette caméra suppose, à savoir travailler avec un capteur APS-C, même si pour moi, je le répète, c'est pas un problème. Le recadrage à 120 images par seconde, mais également devoir faire plus attention en basse lumière, je pense que cette caméra se présente comme
L'une, si ce n'est la meilleure solution d'obtenir une caméra de cinéma proposant une très bonne qualité d'image à un prix entre guillemets abordable parce que c'est quand même 2299 €. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et tu as pu avoir mes premières impressions concernant la FX30. Si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à liker pour soutenir la chaîne. Pense également à t'abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Entre-temps, sors, prends des photos, prends des vidéos, éclate-toi et on se retrouve très bientôt. Ciao!